Janvier 1916. Avant l'aube, une étroite bande de terre à la lisière d'un empire oublié. L'air froid s'étend bas contre le sol, chargé d'humidité et des résidus de fumée de la nuit précédente. Les murs de pierre suintent sous l'humidité. Les bottes s'enfoncent dans la boue gelée, laissant des empreintes qui ne survivront pas au matin. À l'intérieur du périmètre, 155 soldats irlandais restent éveillés, bien que beaucoup n'aient pas dormi depuis des jours. Leurs fusils sont soigneusement empilés, vérifiés encore et encore, non seulement par discipline, mais par une habitude née de l'anxiété. Quelque part au-delà de la crête, des milliers d'hommes invisibles se déplacent. Leur présence se ressent plus qu'elle ne s'entend, comme la pression dans l'air avant une tempête. Un seul biscuit de ration circule le long de la ligne. Il est cassé, non mangé en entier. Personne ne se plaint. La faim est devenue familière. Le silence s'étire. Les ordres sont rares. Les mots semblent désormais inutiles. Ces hommes n'étaient pas faits pour être ici. Pas seuls, pas encerclés, pas en attente d'une force ennemie près de 20 fois plus nombreuse. Et pourtant, à mesure que l'horizon s'éclaircit, la signification de ce lieu, de ce moment, devient inévitable. Ce qui va se passer ici sera combattu, enregistré, discrètement consigné et presque effacé. L'hiver 1916 pesait lourdement sur le monde. L'Europe était plongée dans une guerre d'épuisement, ses fronts figés dans des tranchées qui s'étendaient de la mer du Nord aux Alpes. Les empires saignaient lentement, échangeant le terrain contre du temps et le temps contre des vies. Les journaux parlaient de stalmates et de sacrifices, mais au-delà des gros titres, la gravité de la guerre atteignait bien au-delà des champs et forêts européens. Elle touchait les colonies, protectorats et régions frontalières où l'autorité impériale était plus fragile et la loyauté plus complexe. L'Irlande, à ce moment, existait dans un état de contradiction. Légalement rattachée à l'Empire britannique, socialement fracturée par des décennies de tensions politiques et culturellement définie par un sens croissant de conscience nationale, les soldats irlandais servaient en grand nombre à travers le monde impérial. Certains s'étaient engagés par nécessité économique. D'autres pensaient que le service militaire pourrait renforcer la cause de l'autonomie irlandaise. Beaucoup suivaient simplement la tradition. En 1916, plus de 200 000 Irlandais avaient déjà porté l'uniforme impérial. Le poste avancé où se trouvaient désormais les 155 hommes était l'un des nombreux points de défense établis pour sécuriser les lignes de communication impériales. Il protégeait un itinéraire considéré comme secondaire sur les cartes officielles, mais vital sur le terrain, un corridor par lequel circulaient les fournitures, les renseignements et l'autorité. Son importance ne résidait pas dans le prestige, mais dans la fonction. Le perdre signifiait plus qu'un simple territoire. Cela aurait signalé une vulnérabilité. Les commandants croyaient la garnison suffisante. La population locale semblait soumise. Les rapports de renseignement mentionnaient des troubles, mais pas de coordination. Des renforts étaient envisagés, puis retardés. La guerre en Europe exigeait hommes, munitions et priorités ferroviaires. Les postes reculés étaient censés tenir ou tomber en silence. Pour les soldats irlandais assignés à ce poste, les attentes étaient étroites et pratiques. Patrouille, garde, réparation. Ils n'avaient pas été préparés à un siège. On leur avait dit que la région était tendue mais maîtrisable, que la résistance, si elle se manifestait, serait désorganisée, que toute menace sérieuse serait détectée à temps. Ils faisaient confiance à ces assurances parce qu'ils n'avaient guère d'alternative. Face à eux se trouvait une force issue des environs et organisée à travers des réseaux formés depuis des années. Si les rapports impériaux décrivaient souvent ces hommes comme irréguliers ou mal équipés, les chiffres racontaient une autre histoire. Plus de 3000 hommes participeraient finalement à l'assaut, beaucoup connaissant parfaitement le terrain, motivés par des griefs locaux et unis par un objectif commun. Enlever un symbole d'autorité qui ne reconnaissait plus. Le déséquilibre n'était pas seulement numérique. Les assaillants contrôlaient les mouvements. Ils choisissaient quand frapper et quand attendre. Ils pouvaient relayer les hommes, se reposer, se réapprovisionner. À l'intérieur du périmètre, la garnison irlandaise ne pouvait rien de tout cela. Chaque heure épuisait les munitions. Chaque jour réduisait les stocks alimentaires. Chaque perte humaine était irréversible. Pourtant, le poste avancé restait là où il était, car sur le papier, il avait de l'importance. Et sur le papier, on attendait de lui qu'il tienne. Au fil du mois de janvier, les routes devinrent moins fiables. Les lignes télégraphiques tombèrent en panne par intermittence. Les patrouilles signalèrent une activité accrue la nuit. Des feux apparaissaient sur des collines lointaines, puis disparaissaient. Chaque signe était consigné, transmis et reconnu sans urgence. Lorsque le commandement prit conscience de l'ampleur de ce qui se formait, l'anneau s'était déjà mis à se refermer. Les forces rassemblées au-delà du périmètre n'arrivaient pas tout en même temps. Elles se déployaient progressivement, avec méthode, de manière à éviter toute détection précoce.
De petits groupes se déplaçaient la nuit, guidés par des hommes qui connaissaient le terrain dans ses moindres replis. Ces sentiers aveugles, les endroits où le son portait, et c'est où il mourait. Ce que les rapports impériaux décrivirent plus tard comme un soulèvement soudain avait, en réalité, été une convergence patiente. À la mi-janvier, les estimations plaçaient leur nombre dans les milliers. Les fusils étaient un mélange d'armes modernes et obsolètes, les munitions irrégulières, la discipline inconstante. Mais la cohésion ne venait pas de l'uniformité. Elle venait du but. Le poste avancé n'était pas seulement une position militaire. Il était un rappel visible, armé et permanent d'un système qui cherchait à démanteler. Sa chute serait autant symbolique que stratégique. À l'intérieur de la garnison, les soldats irlandais commencèrent à sentir le changement avant même de pouvoir le nommer. Les patrouilles revenaient plus vite, plus vigilantes. Les sentinelles signalèrent des mouvements impossibles à confirmer. La nuit apportait une immobilité inconnue, parfois brisée par des voix lointaines ou le sous-fracas de la terre déplacée. Les tranchées furent approfondies, les positions de tir améliorées, les munitions comptées et recomptées. La nourriture devint une inquiétude silencieuse. La ration quotidienne fut réduite non par ordre, mais par consensus. Un seul biscuit ou une portion de pain était partagé équitablement, l'acte exécuté avec soin, presque rituellement. Ce n'était pas encore la fin, mais l'anticipation de celle-ci. Chaque réduction reconnaissait une réalité que personne n'osait prononcer. Le secours pourrait ne jamais arriver. Des demandes de renfort furent envoyées dès que les lignes le permettaient. Les réponses, lorsqu'elles arrivaient, restaient prudentes. Le commandement exigeait confirmation. Le commandement exigeait du temps. Des priorités supérieures intervenaient. Le poste était prié de tenir, de conserver, de maintenir l'ordre. Il n'y avait aucune promesse de soutien immédiat. Les assaillants testaient les défenses sans s'engager pleinement. Des coups de feu retentissaient à intervalles irréguliers. Des assauts exploratoires étaient lancés puis retirés. Chaque contact servait un objectif: mesurer la réaction, localiser des positions, user la détermination. Les défenseurs répondaient avec parcimonie. Chaque balle tirée était une de moins disponible pour plus tard. Les attentes des deux camps commencèrent à diverger nettement. La force assiégeante croyait l'effondrement inévitable. Elle supposait que la faim et la peur réussiraient là où l'assaut direct pouvait échouer. Les défenseurs, en revanche, avaient été formés à endurer l'isolement. Beaucoup avaient déjà servi dans des postes reculés. Ils comprenaient l'attente. Ce pourquoi ils n'étaient pas préparés, c'était d'attendre tout en étant délibérément oubliés. Au fil des jours, le périmètre se rétrécissait psychologiquement, même si les murs restaient intacts. Le sommeil venait par fragments. Les visages se creusaient. Les mains se raidissaient dans le froid. Et pourtant, la discipline tenait. Les montres étaient gardées. Les rapports écrits. Les routines militaires, l'ordre se maintenait, non pas parce qu'il garantissait la survie, mais parce qu'il préservait l'identité. Au-delà des murs, les effectifs continuaient de croître. Les structures de commandement se rigidifiaient. Des signaux furent convenus. Le siège n'était plus une éventualité, il était en cours. Et avec cette prise de conscience, le conflit passa de la possibilité à l'inévitabilité. Le premier angle est humain, car avant les chiffres et les tactiques, il y avait des corps qui supportaient le temps. À l'intérieur du poste avancé, les jours perdaient toute forme. Les hommes mesuraient le temps par les montres du devoir plutôt que par les horloges. La faim s'installait par couches, d'abord sourde, puis plus aiguë, puis constante. Le biscuit de ration revenait encore et encore, chaque jour plus petit, son poids mémorisé par la main avant même d'atteindre la bouche. Manger devenait un acte de calcul, non de réconfort. Pourtant, aucune ration n'était thésaurisée, aucun conflit enregistré. La rareté ne fracturait pas la cohésion, elle la renforçait. La maladie suivait la fatigue. Les blessures mineures refusaient de guérir dans le froid. Les bottes se fondaient. Les doigts s'engourdissaient. Et pourtant, personne n'abandonnait sa position sans ordre. Les hommes avaient été formés dans un système qui valorisait le contrôle au-dessus du confort, et ils s'accrochaient à ces structures alors que le monde se resserrait autour d'eux. Des lettres étaient écrites et jamais envoyées. Des noms étaient prononcés doucement la nuit, puis plus jamais. Le second angle est tactique, et il révèle pourquoi le poste a tenu aussi longtemps. La position avait été choisie pour sa visibilité plutôt que pour sa défense. Son élévation était modeste, ses murs conçus pour la présence, non pour le siège. À mesure que l'encerclement se resserrait, ces mêmes murs devinrent des faiblesses. Les champs de tir étaient limités. Les munitions devaient être conservées au point que chaque tir n'était effectué que lorsque la cible était certaine. Les assaillants s'adaptèrent rapidement, apprenant les routines, exploitant les angles morts, sondant chaque nuit depuis des directions différentes. Pourtant,
Les défenseurs s'ajustèrent. Les positions de tir furent déplacées subtilement. De fausses réparations furent effectuées pour attirer le feu. Les sentinelles furent reléguées plus fréquemment afin de maintenir la vigilance. Ces manœuvres n'étaient pas spectaculaires. Elles consistaient en des décisions discrètes et progressives qui retardèrent l'effondrement. Le troisième angle est celui du leadership et il se définit moins par le commandement que par la retenue. Les officiers à l'intérieur du périmètre comprenaient parfaitement le déséquilibre. Ils savaient que le secours était incertain. Ils savaient que la reddition aurait probablement des conséquences non garanties par la réglementation. Leur tâche devint la préservation de la vie, de l'ordre, de la dignité. Les ordres insistaient sur le calme. Les punitions étaient évitées. Les décisions étaient expliquées lorsque c'était possible, non pas pour inspirer, mais pour maintenir la confiance. Aucun discours n'était prononcé. Aucun n'était nécessaire. L'autorité tenait parce qu'elle restait cohérente. À l'extérieur des murs, les attentes étaient plus simples. La force assiégeante anticipait panique, fracture et fuite. Chaque jour que le poste restait intact compliquait cette hypothèse. Le temps, qui devait affaiblir les défenseurs, commençait à exposer l'impatience des assaillants. Et à mesure que cette impatience grandissait, la pression augmentait, poussant le conflit vers un point où la seule endurance ne suffirait plus. Le quatrième angle appartient à l'ennemi et il est façonné par l'hypothèse. Ceux qui entouraient le poste croyaient que les chiffres décideraient rapidement de l'issue. Ils avaient déjà vu des positions impériales abandonnées, retirées lorsque le coup dépassait la commodité. De loin, les murs semblaient minces, la garnison petite, l'isolement. Chaque lever de soleil sans reddition n'était pas lu comme une résistance, mais comme un simple retard. Les assiégeants s'attendaient à ce que la faim parle plus fort que les fusils. Quand cela ne se produisait pas, la frustration s'installait. Cette frustration modifiait le comportement. Le feu devenait plus lourd, moins précis. Les munitions étaient dépensées librement pour rappeler aux défenseurs l'ampleur de la force qui les entourait. Des démonstrations étaient organisées, de grands mouvements destinés à être vus plutôt qu'utiliser, des hommes se regroupant ouvertement sur les crêtes, des bannières levées, des clairons sonnant. Ces démonstrations visaient à briser la détermination par l'inévitabilité. Au lieu de cela, elles clarifiaient la réalité. Les défenseurs ne faisaient plus face à une menace abstraite, mais à une force organisée, prête à s'engager pleinement. Le cinquième angle est technologique et il explique le déséquilibre sans exagération. Les fusils de la garnison irlandaise étaient de dotation standard, fiables mais limités dans leur effet. Il n'y avait ni mitrailleuse capable de suppression continue, ni artillerie, ni moyen de contrer le feu indirect. Les munitions étaient arrivées en quantité adaptée aux patrouilles, non à l'encerclement. Chaque arme tirée représentait une décision pesée contre une heure future incertaine. La force assiégeante possédait moins d'armes standardisées, mais compensées par le volume. Le feu venait de multiples directions, souvent simultanément. Les tranchées avançaient sous la couverture de l'obscurité. Des ouvrages de terre surgissaient là où il n'y en avait pas quelques jours plus tôt. La technologie ne favorisait pas la sophistication, elle favorisait la persistance. Et la persistance était plus facile pour ceux qui pouvaient se retirer, se reposer, puis revenir. Le sixième angle est moral, et il pénétrait plus profondément que la faim. Les défenseurs avaient été formés à croire qu'ils faisaient partie d'un système plus vaste, un système qui ne laisserait pas ses positions ni ses hommes tomber. Chaque jour sans secours mettait ses croyances à l'épreuve, silencieusement, sans annonce. Le doute n'éclatait pas. Il s'installait. La question n'était pas de savoir si les ordres avaient été oubliés, mais s'ils avaient été relégués au second plan. Pourtant, la reddition n'était jamais discutée ouvertement, point en parler aurait signifié admettre que la survie avait remplacé le but. Au lieu de cela, les routines continuaient. Les montres étaient gardées, les rapports écrits, même lorsqu'il n'y avait aucune certitude qu'ils seraient lus. Le biscuit de ration restait partie intégrante de la journée, désormais plus petit, plus difficile à partager équitablement, mais toujours partagé. Dehors, les assaillants commençaient à sentir que l'attente seule ne suffirait pas à achever le siège. Le temps n'avait pas érodé la discipline comme prévu. Les défenseurs étaient plus maigres, plus faibles, mais intacts. Pour mettre fin à l'impasse, une escalade serait nécessaire. Et avec cette prise de conscience, le siège entrait dans sa phase décisive, où le calcul céderait la place à la force, et où l'endurance serait poussée au-delà de ses limites. L'escalade commença avant l'aube, choisie délibérément, lorsque la visibilité était la plus faible et la fatigue la plus profonde. Janvier 1916. La date n'était plus notée à l'intérieur du poste, mais le froid était plus vif, le silence plus lourd. Les premiers coups de feu ne furent pas un avertissement, mais une saturation.
Le tir des fusils frappa les murs de multiples directions à la fois, forçant les défenseurs à révéler des positions qu'ils avaient cachées pendant des jours. La terre et la pierre éclatèrent. La poussière flottait dans l'air, mêlée au souffle et à la fumée. En quelques minutes, le schéma devint clair. Ce n'était pas une simple exploration. C'était une tentative de comprimer le périmètre par la seule pression. Le feu ne s'arrêtait pas, il se déplaçait. Chaque pause était suivie d'une intensité renouvelée depuis un autre angle. Les défenseurs répondaient seulement lorsque c'était nécessaire. Les munitions se comptaient désormais par dizaines, non par centaines. À la mi-matinée, les pertes commençaient à s'accumuler, point bien sûr. Voici la traduction en français de la suite de votre passage, en conservant le style immersif, dramatique et haletant. Toutes les pertes n'étaient pas causées par les balles. L'effondrement venait de l'épuisement, de l'exposition au froid, des blessures non soignées. Les hommes étaient retirés de la ligne seulement lorsqu'ils ne pouvaient plus tenir debout. Les positions furent consolidées. Les brèches étaient comblées par ceux qui étaient déjà à bout de force. Le biscuit de ration ne réapparut pas ce jour-là. Il n'y avait plus rien à partager. L'eau était rationnée par gorgées. La faim cessa d'être une sensation pour devenir une condition. Pourtant, l'ordre subsistait. Les commandements étaient donnés calmement. Les mouvements étaient délibérés. La panique ne survint jamais, non pas parce que la peur avait disparu, mais parce qu'il n'y avait pas de place pour elle. À l'extérieur des murs, la force assiégeante ajusta ses tactiques. Les tranchées progressèrent, désormais à portée efficace des fusils. La fumée servit à dissimuler les mouvements. Les appels et signaux circulaient le long de la ligne, coordonnant la pression par vagues. L'attente était simple, la force soutenue achèverait ce que l'attente seule n'avait pas accompli. À l'intérieur, les officiers reconnurent immédiatement le changement. Ce n'était plus une simple comptement, c'était une réduction. Sans renfort, sans réapprovisionnement, le temps était devenu un ennemi plutôt qu'un allié. Des messages furent préparés une dernière fois, résumant la force restante, les pertes et les munitions. Qu'ils soient envoyés ou reçus restait incertain. Au fil de l'après-midi, une section du mur défensif commença à céder. Non pas sous un seul coup, mais sous la contrainte accumulée. Les fissures s'élargirent. La couverture diminua à point le périmètre, déjà restreint, se contracta davantage. Et lorsque la lumière du jour commença à faiblir, les défenseurs comprirent que le siège avait atteint son point de non-retour. La phase finale n'arriva pas dans le chaos. Elle arriva dans la clarté. À mesure que l'obscurité revenait, le feu se calma brièvement, non par clémence, mais par préparation. La force assiégeante avait appris les rythmes de la défense. Elle savait d'où viendrait le tir de retour et d'où il ne viendrait pas. Lorsque la pression reprit, ce fut plus près qu'auparavant. Les coups éclataient depuis des positions qui n'existaient pas la nuit précédente. Le son se propageait différemment maintenant, plus net, plus contenu. À l'intérieur du poste avancé, les munitions étaient presque épuisées. Les fusils furent redistribués pour qu'aucune position ne reste silencieuse pendant qu'une autre tenait encore des cartouches. Les hommes blessés reçurent la priorité lorsque cela était possible, non par confort, mais parce que chaque main capable comptait. Les ordres se concentraient sur le maintien, tenir des points précis plutôt que l'ensemble du périmètre. L'objectif s'était réduit à survivre jusqu'au matin. Peu avant minuit, une brèche se produisit. Elle n'était pas spectaculaire. Aucune explosion ne la marqua. Le mur céda là où il était le plus faible, et les assaillants s'engagèrent dans l'ouverture prudemment au début, puis en nombre. Les défenseurs ripostèrent avec ce qui restait, utilisant le feu parcimonieusement, reculant par choix stratégique plutôt que par effondrement. Le combat se rapprocha. Les distances se réduisirent. La confusion augmenta, mais la discipline demeura. Les défenseurs ne cédèrent pas. Ils se retirèrent par étapes, se regroupant dans une position intérieure réduite où les mouvements pouvaient être contrôlés. C'est là, dans cet ultime espace, que la décision devint inévitable. La reddition, lorsqu'elle survint, ne fut pas proclamée haut et fort. Elle fut signalée, consignée et exécutée selon la structure de commandement encore en place. Les défenseurs, ils déposèrent leurs armes, non pas parce que leur détermination avait faibli, mais parce que les conditions de la résistance n'existaient plus. Les munitions avaient disparu. L'eau avait disparu. Les blessés ne pouvaient plus être déplacés. Le siège se termina sans triomphe. Il n'y eut ni acclamation, ni reconnaissance officielle de l'endurance. La force assiégeante prit le contrôle de la position qu'elle avait longuement encerclée. Les défenseurs furent comptés, fouillés et conduits sous garde. Certains ne purent partir de leur propre mouvement. Lorsque l'aube se leva, elle révéla pleinement le coup. Le poste avancé se dressait, marqué, réduit, vidé.
Le sol autour portait les traces de jours de pression condensés en heures de force. L'événement était terminé. Son sens, cependant, ne faisait que commencer à se former. Dans l'immédiat après-coup, la clarté céda le pas à l'administration. Les pertes furent consignées en premier, car les chiffres étaient requis avant les explications. Parmi les 155 soldats irlandais qui avaient participé au siège, une portion significative était blessée, plusieurs tués, et le reste épuisé au-delà de toute reconnaissance. Les chiffres exacts variaient selon le rapport consulté, une divergence qui deviendrait plus tard partie intégrante de l'histoire elle-même. Ce qui demeurait constant était le déséquilibre. Les pertes des défenseurs étaient proportionnellement sévères, tandis que la force assiégeante, malgré son importance numérique, avait payé un prix plus silencieux mais indéniable. Les prisonniers furent traités rapidement. Les armes furent cataloguées. Les effets personnels furent collectés et, dans de nombreux cas, jamais restitués. Les soins médicaux étaient inégaux, dictés par la disponibilité plutôt que par le besoin. Certains blessés furent stabilisés. D'autres furent déplacés trop tard. La transition du combattant au captif se fit sans cérémonie, les routines de l'ordre militaire étant remplacées par celles du confinement. Les rapports officiels suivirent dans les jours qui vinrent, point leur langage était précis, mesuré et soigneusement limité. L'engagement fut décrit comme un incident isolé. La résistance fut brièvement reconnue, sans emphase. La reddition fut présentée comme inévitable. Le contexte fut réduit au minimum. La durée fut compressée. L'importance de la force attaquante fut souvent minorée sur le papier, parfois de manière dramatique. Ce qui n'apparaissait pas dans ces documents initiaux, ce furent les détails qui définissaient le siège pour ceux qui l'avaient vécu. Le rationnement, l'endurance, l'absence de secours. Aucune mention des demandes restées sans réponse, aucune référence aux hypothèses révélées fausses. Le récit favorisait la clôture plutôt que la complexité. Pour les survivants, la transition fut déconcertante. Ils avaient enduré un siège mesuré en jours et en nuits, seulement pour le voir résumé en quelques paragraphes. Certains furent transférés, certains furent retenus, certains furent relâchés discrètement. Leur expérience ne s'acheva pas avec le combat. Elle se dissout dans un système qui laissait peu de place à sa mémoire. Le biscuit de ration réapparut une fois de plus, cette fois en abondance, distribué mécaniquement, sans signification. Il ne symbolisait plus l'endurance. Il marquait la conclusion. Et tandis que la paperasse remplaçait la présence, l'événement commença sa transformation finale, de l'expérience vécue au dossier contrôlé. Dans les mois qui suivirent, le siège disparut progressivement de la vue, avec une efficacité délibérée. Aucun monument ne fut érigé sur le site. Aucune enquête officielle n'examina pourquoi 155 hommes avaient été laissés face à des milliers sans renfort. La guerre ailleurs exigeait l'attention, des batailles plus vastes, des pertes. Plus importantes, des victoires plus nettes. Dans cette hiérarchie de la mémoire, l'endurance sans triomphe avait peu de valeur. Le siège n'était ni un succès à célébrer, ni un désastre à examiner. Il occupait un espace inconfortable entre les deux. Pour les soldats irlandais survivants, la réintégration fut inégale. Certains retournèrent dans des unités où leur expérience était reconnue en privé, mais découragée publiquement. D'autres virent leur service remis en question, leur reddition mal comprise par ceux qui n'avaient pas compté les balles ni partagé les dernières miettes de pain. La distinction entre endurance et défaite s'est rapidement estompée dans le langage officiel. Politiquement, le moment était mal choisi pour le souvenir. L'Irlande allait bientôt entrer dans une période de bouleversement qui redéfinirait la manière dont la loyauté, le service et l'identité étaient interprétés. Les récits se durcirent. La nuance disparut. Les événements qui ne correspondaient pas aux cadres émergents furent laissés à s'effacer. Le siège, attaché à une structure impériale de plus en plus rejetée ou réexaminée, devint plus facile à omettre qu'à expliquer. Des traces archivistiques demeuraient, rapports classés, chiffres consignés, signatures datées mais elles étaient dispersées, fragmentées, rarement revisitées. L'importance de la force opposée fut l'un des premiers détails à s'éroder, réduite dans les récits jusqu'à ce que le déséquilibre ne choque plus. La durée fut raccourcie. La fin disparut. Ce qui avait été un siège devint un simple incident. Le biscuit de ration, autrefois partagé avec soin entre des hommes qui en comprenaient la signification, survécut seulement comme ligne dans les registres de ravitaillement. Son symbolisme ne fut jamais consigné, pas plus que le silence qui suivait chaque distribution. Cette reconnaissance tacite de ce qui avait été perdu et de ce qui pouvait encore être pris, point l'histoire n'effaça pas le siège d'un seul geste. Elle le laissa s'amincir, se lisser, devenir banal, et ce faisant, elle réussit presque. Le siège se termina sans faste, mais dans un silence réflexif, une vérité comprise trop tard par ceux qui auraient pu s'en souvenir. 155 hommes avaient fait face à 3000.
Ils avaient enduré la faim, l'épuisement et la pression implacable d'un ennemi qui s'attendait à les voir céder. Et pourtant, dans cette seule endurance, ils atteignirent une forme de victoire invisible pour la plupart. La discipline avait tenu là où les chiffres échouaient, le courage avait persisté là où le secours avait fait défaut, et l'ordre avait existé en dépit des circonstances. Le biscuit de ration, désormais réduit à un simple souvenir, reste un symbole, petit, fragile, partagé et profondément humain. Il représentait la subsistance, certes, mais aussi la solidarité, la dignité et la résistance silencieuse. Dans chaque bouchée partagée entre les hommes, il y avait plus que de la nourriture. Il y avait une affirmation d'autonomie, un refus de se soumettre entièrement au destin. Et cette affirmation, invisible bien qu'elle ait pu l'être pour l'histoire, perdure dans le témoignage de l'expérience humaine. L'histoire est sélective, souvent cruelle dans ses omissions. Des événements entiers, héroïques ou tragiques, peuvent être résumés en quelques paragraphes ou retirés complètement de la mémoire publique. Mais le courage de ces 155 soldats irlandais perdure de manière que les rapports ne peuvent quantifier. Leur lutte nous rappelle que l'essence de la liberté et la mesure de la démocratie ne résident pas seulement dans les grandes victoires, mais dans l'affirmation silencieuse de l'humanité face à des forces écrasantes. Même dans la défaite, ils affirmèrent une vérité que les chiffres seuls ne pouvaient effacer. L'endurance compte, la mémoire compte, et l'esprit humain reste intact lorsqu'il est partagé avec d'autres, même dans l'ombre froide de l'effacement. L'histoire de ce siège, presque perdu, sert finalement de témoignage. Survivre n'est pas seulement physique, et l'héroïsme n'est pas toujours célébré. Mais les deux peuvent façonner l'histoire de façon que l'histoire elle-même refuse parfois de voir.